Bonjour et bienvenue sur le Forum Energaia qui se déroule au Parc des Expositions de Montpellier ces 7 et 8 décembre. C'est un événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables qui est organisé par la SPL Occitanie Events et porté par la région Occitanie. Nous sommes sur le plateau d'Energaia, l'œil de l'expert. C'est un nouveau format pour apporter une expertise économique pointue en cette 16e édition. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Richard Loyen. Vous êtes délégué général d'Enerplan, qui est un syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Bonjour. Et Antoine Huard, vous êtes président de France Territoire Solaire et cofondateur de la société Verso Énergie pour échanger sur le thème solaire, 2 gigawatts installés en 2021. Le coup est-il parti? Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Je vais commencer d'abord avec vous, monsieur Loyen. Donc le sujet du plateau est quand même vraiment d'actualité, puisqu'un projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable est arrivé ce lundi 5 décembre en séance publique à l'Assemblée nationale. Finalement, à l'approche d'un hiver qui pourrait être rythmé par des coupures d'électricité dans une partie du pays, ce projet de loi prend une importance particulière. Qu'attendez-vous, vous, de ce projet ? Que ce projet de loi ne se transforme pas en décélération de la politique des énergies renouvelables en France. On vit une aberration, un paradoxe. Au niveau européen, il y a un règlement qui est en train d'être voté par le Conseil de l'Europe pour accélérer les énergies renouvelables parce que c'est la solution face à la crise énergétique. Et en France, nos députés sont en train de détricoter l'ambition d'accélération pour, in fine, mettre plein de sacs de plomb et de semelles de plomb pour ralentir le développement des énergies renouvelables en France. On vit à contresens de l'histoire. En effet, et la Commission européenne du coup a présenté en juin son plan Repower Europe. Donc l'Union européenne a établi une stratégie qui vise à doubler sa capacité solaire photovoltaïque d'ici 2025. Donc si l'objectif est atteint, l'Europe disposera d'une capacité de production de 320 gigawatts qui elle-même sera améliorée ensuite pour atteindre 600 gigawatts en 2030. En une phrase, est-ce que le coup est-il parti ? Au niveau européen, oui. En France, on a retiré les cartouches et elles sont dans la cartouchière. C'est le problème. La capacité en Europe, d'ailleurs, à produire du solaire et à s'approvisionner en matériel, est-ce qu'elle est suffisante ? Non. Clairement, aujourd'hui, on a besoin, face à l'ambition européenne, de redéployer une renaissance de l'industrie européenne, qui était l'industrie pionnière dans le monde du photovoltaïque. Depuis, les Chinois, en 3 plans quinquennaux, nous ont largement dépassés. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de retrouver 20 à 30 gigawatts de fabrication en Europe, pour pouvoir retrouver un minimum de souveraineté sur notre politique de développement du solaire. Donc ça, c'est une des problématiques. Et on attend des usines également en France. Mais s'il n'y a pas de marché en France, il n'y aura pas d'usine en France. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place du coup demain qui n'existe pas du tout aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Mettre en place aujourd'hui vraiment qui n'existe pas, par exemple en termes de projet, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place vraiment ? Aujourd'hui, il faudrait éviter d'avoir des mesures qui vont décélérer la politique du solaire parce que la CDPENAF doit rendre un avis conforme, parce que l'ABF n'est pas d'accord, enfin tout ce qui nous contraint et qui ralentit les projets. Antoine pourra en parler. On met 5-6 ans à développer un projet en France alors qu'ailleurs c'est 2 ans. Donc aujourd'hui, c'est qu'on se mette dans le rythme européen tel qu'il est pratiqué ailleurs à l'international. Et Antoine Huard, justement, oui, vous êtes président donc, de France Territoire Solaire. C'est un think tank, un groupe de réflexion qui élabore des propositions de politique publique pour contribuer au développement de l'énergie solaire en France. Vous fournissez également des données chiffrées qui pourraient peut-être nous éclairer sur le secteur photovoltaïque. Ça permet d'alimenter la réflexion publique. D'après vous, quelle sera la place de la filière du solaire dans les années à venir ? La place de la filière solaire, elle dépendra, comme l'a dit Richard, des mesures qui vont être prises pour nous mettre dans le bon rythme. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le bon rythme, puisque les chiffres actuellement qui sortent, c'est de l'ordre de 570 mégawatts par trimestre. Donc ça fait peut-être 2 gigawatts par an, effectivement, mais l'Allemagne, elle est sur un rythme de 7 gigawatts par an. Elle vise un objectif de 20 gigawatts par an. Elle installe en 2 mois ce qu'on fait en 1 an. Pourtant, elle en a déjà installé 5 fois plus au total que ce qu'on a fait en France. L'Agence internationale de l'énergie, elle dit que dans le monde, on va doubler la capacité solaire dans les 5 ans qui viennent, que le solaire représente déjà plus de 50% des nouvelles capacités ajoutées chaque année. Et la France ne peut pas rester à l'écart de ça, donc il est vraiment urgent que le solaire prenne toute sa place dans cette transition énergétique française.
Vous m'avez parlé pendant notre entretien préparatoire d'un sujet d'actualité là récemment avec Renault et Voltalia. Est-ce que vous pouvez peut-être nous... Oui, c'est un bon exemple de ce que le solaire peut apporter aux industriels confrontés à une crise énergétique avec une augmentation de leur prix de l'électricité ou de l'énergie en général. Eh bien, le solaire permet d'apporter une sécurité sur le prix de l'électricité avec des contrats de long terme. Ainsi, Renault a signé un contrat à 350 MW, je crois, avec une société de la filière solaire française qui s'appelle Voltalia. Et ce type de contrat est vraiment l'exemple même du contrat gagnant-gagnant entre des producteurs qui vont pouvoir, grâce à ça, financer leur projet solaire et des consommateurs qui vont pouvoir, grâce à ça, se protéger contre les hausses des prix de l'électricité qui découlent d'une situation géopolitique qui s'impose à nous. Et en tant que think tank, justement aussi, vous avez pas mal de travail aussi à faire sur les idées reçues, notamment sur le solaire. Les idées reçues, je pense que c'est vraiment le principal facteur qui explique la situation dans laquelle on est. Beaucoup de décisions sont prises sur la base d'idées qui sont purement et simplement fausses et qui sont relayées dans le débat public par des personnes plus ou moins bien intentionnées. Et ça peut être de la méconnaissance qui peut s'excuser et qui peut, je dirais, être corrigée, mais ça peut aussi être une volonté de bloquer le développement des énergies renouvelables qui amène à relayer un certain nombre de fausses informations. Par exemple, l'idée que les panneaux solaires ne seraient pas recyclables ou l'idée que les panneaux solaires produiraient moins d'énergie dans leur durée de vie que l'énergie qu'il a fallu pour les fabriquer. Tout ça, c'est totalement faux. Et avec le think tank France Territoire Solaire, on a produit une étude avec l'appui du cabinet EY et de l'ensemble de la filière, les syndicats comme Enerplan ou comme le syndicat des énergies renouvelables, pour vraiment se mobiliser, pour faire un document de synthèse qui redémontre, mais avec des sources vraiment avérées et citées, les fausses informations qui sont relayées pour pouvoir les battre en brèche. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire auprès du grand public, auprès des élus, auprès des décideurs, pour éviter que des décisions soient prises pour de mauvaises raisons qui viendraient ensuite nous empêcher de nous mettre sur le bon rythme pour le déploiement des renouvelables. C'est une étude d'ailleurs qui est récente. Qui s'appelle Une nouvelle ère énergétique, qui est disponible sur le site de France Territoire Solaire, parce qu'on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle ère énergétique et que le solaire en est le pilier. Et dans cette étude, qui fait une 60aine de pages, il y a à la fois les fausses informations qui sont déconstruites pour donner, on va dire, les clés de lecture aux décideurs. Il y a également une analyse de l'ensemble des retombées favorables de l'énergie solaire pour la France, parce que c'est pas que de l'énergie, c'est aussi de la valeur ajoutée dans les territoires, de l'emploi, des économies d'émissions de CO2, c'est de la réindustrialisation. C'est de la résilience face aux crises énergétiques et aux crises économiques. Donc c'est, je dirais, des retombées qu'il faut quantifier, qu'il faut évaluer et qu'il faut pouvoir expliquer pour que les élus et les décideurs puissent se rendre compte de tous les bienfaits que le solaire peut apporter à un territoire. Justement, je me retourne vers vous, Monsieur Loyen. En quoi le solaire est-il un outil contre la crise énergétique? C'est pas le seul, bien sûr, mais quand même un atout sérieux. Pourquoi le solaire est un outil, une solution contre la crise énergétique? C'est son coût. Aujourd'hui, le coût du solaire, on va être de l'ordre de 50 € par mégawattheure sur une centrale au sol, on va être de l'ordre de 100 € le mégawattheure sur toiture ou sur ombrière. Et aujourd'hui, le prix de marché moyen de l'électricité pour l'année prochaine en France, c'est de l'ordre de 500 € le mégawattheure. Donc à partir du moment où je mets en service une centrale solaire, elle est compétitive, et notamment en autoconsommation aujourd'hui, c'est une solution pour les collectivités qui sont exposées au prix de marché, pour les entreprises qui sont exposées au prix de marché. La crise énergétique, elle ne va pas durer que cet hiver. On est à minima sur 5-6 ans aujourd'hui qui sont devant nous. Se passer du gaz russe, on va mettre du temps, et c'est un plaque. On a notre problème de parc électronucléaire en France qui est assez défaillant. Donc voilà, le solaire, c'est une solution mobilisable rapidement. On peut déployer des projets en moins d'1 an, en 2 ans, et donc apporter une solution concrète pour les collectivités, pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Aujourd'hui, même s'ils sont protégés par le tarif régulé de vente, ils ont une électricité solaire qui est moins chère aujourd'hui que celle que leur vend leur fournisseur, mais qui est durablement moins chère, parce qu'aujourd'hui, elle est moins chère pour 30 ans. Oui, sur le long terme. Et on a parlé de l'énergie solaire, mais quid du solaire thermique? Alors, il y a également la chaleur solaire, on en parlera cet après-midi, oui. Enerplan fait un atelier sur le sujet. J'ai tendance à dire que dans le solaire, dans le photon, tout est bon. La calorie comme l'électron, donc l'électron, c'est l'électricité solaire. La calorie, c'est aussi important. C'est des solutions qui sont aujourd'hui livrées avec du stockage et qui sont également à toutes les échelles, du résidentiel avec le chauffe-eau solaire jusqu'à un réseau de chaleur ou une industrie qui est alimentée par une grande installation solaire de plusieurs mégawatts
et où on peut également avoir du stockage intersaisonnier. Donc bénéficier du solaire l'été, de la chaleur, de la stocker, et on va pouvoir la déstocker en novembre, en décembre, en janvier, même si c'est des journées où il y a moins de soleil, pour viser 20, 30, 40% de couverture des besoins et se passer du gaz qui est cher et qui est polluant. Et vous m'aviez parlé d'un exemple à Narbonne. À Narbonne, exactement. Il y a un arbosol qui a été inauguré par Newit et Dalkia cet été. On a un réseau de chaleur avec un nouveau quartier qui est alimenté, je dirais, en eau chaude sanitaire, en solaire, au lieu de faire tourner une centrale à gaz. Ça permet de fournir de l'énergie peu chère aux habitants d'un quartier. Et ça, c'est multipliable partout en France, là où il y a des réseaux de chaleur, là où on va construire des réseaux de chaleur. Pensons énergie en fonction des usages. Il y a l'électricité, il y a la chaleur. Antoine pourrait nous parler d'hydrogène également, qui est un autre vecteur. Donc on a des solutions aujourd'hui décarbonées, déployables partout en France. Et le solaire n'envoie pas de facture. Et je me tourne également vers Antoine Huard pour cette question. Finalement, quels sont les défis à relever pour les prochaines années, notamment en termes de recrutement? Quels sont les défis? Recrutement, formation, emploi. Est-ce qu'il y a des difficultés à recruter, des métiers en tension? Et si oui, sur quelles compétences? Je pense que dans l'ensemble de la filière renouvelable et en solaire en particulier, il y a d'énormes opportunités de recrutement, mais d'énormes défis aussi à pouvoir former et recruter les ressources humaines, les gens, les talents nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs ambitieux qui sont les nôtres. On a estimé dans l'étude qu'on a faite qu'il y aurait à l'horizon 2030 plus de 50 000 emplois dans la filière solaire en France. Aujourd'hui, on est à peut-être 5 fois moins, donc c'est une très grosse marche à franchir. Et il y a des métiers qui sont en tension, mais sur lesquels les filières de formation sont en train de se structurer. On est confiant sur le fait que on va y arriver. Mais voilà, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Aujourd'hui, vous avez des énormes opportunités en rentrant dans la filière solaire. Il y a des métiers qui sont techniques, des métiers qui sont également commerciaux, des métiers qui sont assez pluridisciplinaires, comme le métier de développeur de projet, où il faut être à la fois aimer aller sur le terrain, parler aux élus et aux propriétaires fonciers. Il faut aimer parler technique avec les gestionnaires de réseau ou les bureaux d'études. Il faut aimer lire des études d'impact ou au contraire aller dans des réunions publiques et défendre un projet. Il faut à la fois des qualités techniques et de persuasion, des qualités relationnelles et des qualités de rigueur. Et c'est des qualités qu'on trouve finalement assez rarement dans une seule et même personne. Donc ça demande de la formation, ça demande de l'expérience, donc ça va prendre du temps. Mais on a absolument besoin de s'y mettre dès maintenant. Et d'ailleurs, Richard Loyen, vous m'avez parlé de changement d'échelle lors de notre entretien préparatoire. Comment recruter et former des milliers de personnes dans les mois et années à venir, en prenant en compte justement ces contraintes? Ça veut dire qu'il va falloir faire changer d'échelle nos dispositifs de formation. Jusqu'à présent, on avait un dispositif de formation professionnelle qui s'adressait principalement à des entreprises artisanales, des entreprises d'installation, qui existaient déjà. Ils étaient plombiers, électriciens, couvreurs, et ils intégraient la compétence solaire. Là, on va devoir changer d'échelle. On a encore un peu d'entreprises à former qui ne sont pas encore basculées au solaire. On a encore nombre d'électriciens qui pourraient s'y mettre. Mais on a aujourd'hui à mettre des formations longues, de 3 mois, de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour prendre des gens qui sont éloignés de l'emploi, pour prendre des gens qui sont en reconversion professionnelle, pour qu'ils aient les compétences techniques d'installateurs avec la compétence solaire. Donc ça, aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'emplois à créer dans ce domaine-là. Et avec les organismes de formation, on va pouvoir déployer, faire monter à l'échelle ce type de formation. On a déjà des expérimentations. À Marseille, on a Poseurs d'avenir, on a la première école de production des métiers du solaire. C'est des dispositifs qui sont amenés à se déployer un peu partout en France, pour pouvoir intégrer des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, avec un métier qui fait sens, des gens qui sont en reconversion professionnelle, genre de la fibre optique par exemple, on a quasiment fibré la France. Demain, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent devenir installateurs, tirer des lignes pour nos centrales solaires. C'est vrai. Antoine Huard, selon les dernières estimations de la Commission de régulation de l'énergie, les filières des ENR dont le photovoltaïque doivent fournir une contribution cumulée au budget de l'État de 30,9 milliards d'euros au titre des années 2022 et 2023. C'est vous qui m'aviez fléché ce sujet d'actualité. C'est à rappeler quand même parce qu'il y a beaucoup d'opposants aux renouvelables. Oui, alors ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les fausses informations qui circulent. Aujourd'hui, la principale fausse information qui est relayée, c'est de dire que les renouvelables coûtent cher. Alors que la réalité, c'est que les renouvelables aujourd'hui rapportent, vous l'avez dit,
plus de 30 milliards sur l'année écoulée là, mais qui s'ajoute à 8 milliards sur l'année précédente. Donc on parle de 38 milliards, toutes renouvelables confondues. Et il faut savoir que le coût historique du développement du renouvelable, parce qu'il a fallu effectivement des subventions pour amorcer cette filière au début, il y a 10-15 ans, s'élève à 40 milliards. Donc on aura en 2 ans quasiment remboursé la totalité du coût historique de l'amorçage, alors que c'est des projets qui ont des durées de vie de 30-40 ans. Il faut le dire, il faut le répéter, les renouvelables sont un amortisseur de la crise énergétique et de la crise économique. En période de prix d'énergie élevés, le mécanisme contractuel qui relie les renouvelables au marché de l'électricité et à la collectivité, qui s'appelle un complément de rémunération, ce mécanisme marche dans les 2 sens. Quand les prix d'électricité sont bas, effectivement, les renouvelables vont pouvoir être encouragés pour éviter que les projets fassent faillite. Mais quand les prix d'électricité sont hauts, les renouvelables rétribuent la collectivité. Et on voit avec les montants annoncés que ça fait plus que compenser ce qui a été consenti comme effort initial. En effet, eh bien, merci messieurs pour vos témoignages sur le solaire. Il y avait beaucoup de choses à dire. Merci à vous pour votre invitation. Et je vous souhaite donc un très bon forum Energaia 2022.